Vous écoutez Duo de Plume. Vous écoutez le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Catherine. Et je suis Cyril. Alors aujourd'hui, c'est un épisode interview et on est très heureux d'accueillir Isabelle Exenri Cuati. Bonjour Isabelle. Bonjour Cyril, bonjour Catherine. Alors, on vous avait dit dans Duo de Plume que les interviews, on aime mettre en avant des auteurs, mais pas que. Et alors, aujourd'hui, on est absolument ravis d'accueillir Isabelle, qui est représentante, donc qui travaille pour un diffuseur et qui va nous expliquer aux auditeurs, alors, en quoi consiste son métier, en quoi ça s'intègre, le diffuseur, à quoi ça sert, comment ça s'intègre dans la chaîne du livre. Voilà, j'y arrive pas. Vas-y, continue. Moi, je bafouille, ça va. C'était On bien a plein de parti, questions. tout à coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est un de nos objectifs sur Duo de Plume, c'est de découvrir un petit peu tous les acteurs de la chaîne du livre. On se tourne vers les auto-édités, mais on se tourne aussi évidemment du côté de l'édition traditionnelle. Et pour le parcours d'un livre, il y a un nombre incroyable de personnes qui travaillent pour aller depuis le clavier de l'auteur jusqu'aux mains de la lectrice ou du lecteur. Et donc, notre objectif, c'est de découvrir un petit peu ces métiers. On est ravis que tu aies accepté notre invitation, Isabelle. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Et donc, on commence avec quelque chose qui est finalement pas si connu que ça, le rôle du diffuseur et en quoi ça consiste, etc. Donc, on a des tonnes de questions. J'espère qu'on va pas te mettre mal à l'aise. Je suis prête. 5 sur 5. Mais peut-être que tu peux commencer simplement en quelques mots par te présenter, nous dire qui tu es, pour qui tu travailles et peut-être si tu as une définition en une phrase de ce que c'est que ton métier, je suis preneur, mais je pense que ça va être plus compliqué qu'une phrase. Il y a zéro précision. On va creuser de toute façon, mais en guise d'introduction, disons. Alors bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 59 ans et j'habite à Bran, en dessus de Montreux. Je travaille pour iDiffusion depuis 10 ans maintenant. Et je suis dans la représentation depuis à peu près 28 ans. J'ai travaillé pour énormément d'éditeurs et en un mot, c'est difficile, mais la chose la plus importante, je pense, dans ce métier, c'est de faire des liens. J'adore faire des liens et là, c'est le lien entre l'éditeur et le libraire que je représente. Je suis un tout petit maillon. C'est vraiment pas un maillon faible, mais par contre, c'est vraiment un tout petit maillon. Et je vais de librairie en librairie. Je dis pas apporter la bonne parole, mais mais présenter un programme, proposer au libraire ce qui va paraître dans mon catalogue et aider le libraire à faire des choix. Voilà en gros ce qu'est mon métier. Oui, alors, c'est présenté avec, je pense, beaucoup de modestie et d'humilité parce que je pense qu'au contraire, tu es un maillon fondamental de la chaîne parce que c'est vraiment toi qui fais, comme tu dis, l'interface entre l'éditeur et le libraire et c'est toi qui vas mettre en avant ou pas certains livres. Alors, est-ce que... Non, tu fais la grimace, mais il me semble que si, mais tu as le droit de me dire non, pas du tout. Hein, vas-y. Non, c'est vrai que on est important, mais il y a des libraires qui travaillent sans nous, hein, par exemple. On n'en a pas parlé, mais il y a des libraires qui ne reçoivent absolument pas les représentants et qui pourtant arrivent très bien à faire leur choix. Mais c'est vrai que en Suisse, on est 28 ou 29, je crois, représentants. Et régulièrement, on va présenter ce qu'on a, mais c'est vrai que parmi tout ce qu'on a à présenter, il y a toujours quelque chose qui ressort. Et c'est là, sur ces titres-là, qu'on doit mettre l'accent et puis proposer aux libraires des coups de cœur. C'est important, nos coups de cœur.
Donc si j'entends bien, quand tu dis quelque chose qui ressort, c'est quelque chose qui, toi, a attiré ton attention, un livre, un récit, quelque chose comme ça, mais qui n'est pas encore forcément connu des libraires et donc ton rôle, c'est quelque part de le placer, de le proposer au libraire, pour qu'il puisse lui le proposer à la vente, mais en le mettant en valeur, un truc qui a pas encore été découvert. Donc il y a il y a un côté découverte de nouveaux textes qui est intéressant dans ton job. Oui, Ouais. alors ça, c'est clair. Et donc je comprends que alors, on a un petit peu discuté avant, mais j'ai cru comprendre que tu lisais quasiment tout ce que tu proposais, aux libraires dans le Oui. cadre de ton métier, ce qui fait un volume, très impressionnant. On a eu les mâchoires qui touchaient la table quand tu nous as dit les chiffres. Alors, Hem, oui, c'est vrai que je lis beaucoup, mais par rapport à des représentants qui représentent des maisons d'édition comme Gallimard, comme Stock, comme Kallmann, enfin des grosses maisons d'édition, Flammarion, j'ai très, très peu de littérature. Mes éditeurs ne font pas, n'ont pas des programmes exponentiels comme les Peut-être tout que tu gros. peux les citer parce qu'on n'en a pas parlé. C'est qui, les éditeurs qui sont chez vous, chez Heidi? Alors chez Heidi, nous on représente surtout de la jeunesse, donc Ozo, le groupe Ozo suisse, La Poule qui pond, Ricochet, Kiman. Mmh. Et puis parmi nos éditeurs diffusés suisses, on a des éditeurs qui représentent, qui font de la littérature comme Cousumouche, comme Encre fraîche. Des éditeurs jeunesse aussi comme La Petite Chaise, nouvel éditeur qui vient d'arriver dans le métier du livre, les éditions du Croche-Patte que l'on représente depuis ce début d'année, et puis des éditeurs de livres d'art comme Notary par exemple. C'est D'accord. très, très, Très varié, très très varié. divers. Oui, Mmh. oui, oui, c'est ça qui est génial. Alors, pour revenir peut-être un petit peu en amont, parce que, alors, comment est-ce qu'on devient repris? Quel a été ton parcours? Ouh là là, ça, alors mon parcours, c'est comme toujours en Suisse, quand on veut commencer en librairie, c'est l'apprentissage de libraire. Donc j'ai fait mon apprentissage chez Payot en 2 ans, parce que je l'ai commencé, j'avais 20 ans. J'ai fait mon apprentissage de libraire. Ensuite, je suis allée travailler dans un stock chez Diffus-Livre, chez Hachette. J'ai travaillé au stock. Ensuite, on m'a dit qu'il y avait un poste libre dans les bureaux. Donc, je suis devenue gestionnaire d'édition. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été engagée par l'OLF pour faire du rack jobbing. Qu'est-ce que le rack jobbing? Alors, l'OLF, c'est le distributeur. C'est le gros distributeur, oui, qui s'occupe en fait de mettre en place des livres dans les grandes surfaces. Et à l'époque, donc, je m'occupais des rayons livres de Manor, de tous les grands diffuseurs. Il y avait la Coop. Enfin, j'ai pas le droit de nommer. Je sais pas si j'ai le droit de les nommer, mais Si, on est totalement tous libre, les oui. trois sur Dieu de Plume. Donc, pour nos amis français, Manor, ce serait l'équivalent des galeries des Galeries Lafayette. Lafayette, Et puis, Coop, c'est les supermarchés. Voilà. Micro. Et donc, tu fais le rack jobbing, tu as ton rayon en face de toi, tu reclasses d'abord toutes les collections dont tu t'occupes par ordre alpha, tu fais les retours, tu fais la poussière, tu fais tout. Tu prends les retours, et puis... Ah oui, c'est ça, c'est très placement sur la gondole, voilà, c'est ranger vraiment le... très physique, Ok. mais par contre, tu vois absolument tous les titres, et ça, c'est génial. Et puis, tu prends ton bon de commande et tu fais ton réassort. Et puis, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides, ouais. Et ça, je le faisais tous les 15 jours. J'avais une énorme tournée tous les 15 jours. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le voyage et dans la représentation. Parce qu'après, on m'a demandé de devenir représentante. Il y a une place qui se libérait et je suis devenue représentante. Oui, parce que le rack Le rack jobber, la rack jobbeuse. J'ai du mal, moi, avec les machins en anglais, je suis désolée. Ce poste-là, qui était déjà un poste où
tu cochais un peu sur le bon de commande, etc. Mais il n'y avait pas encore de lien avec l'éditeur. Non. C'est plus un travail peut-être plus de gestionnaire de stock. Exactement, oui. Voilà, donc on était moins dans le contenu du livre, la substance du livre. Oui, là, il faut mettre ce qui marche et puis enlever ce qui marche pas. C'est facile. Ouais. Alors, C'est facile à dire. Oui, voilà, tout est relatif. Donc après, on te propose donc ce job de représentante. Oui, pour les éditions Pocket, Fleuve Noir, Solar, Presse de la Cité, Belfond et j'en passe. Des grands noms, quoi. Des grands noms, oui. Donc tu es très contente. Là, j'étais très très contente. Et alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors, à l'époque, et puis encore maintenant, parce que là maintenant, tu fais plus pour les mêmes, ni avec les mêmes éditeurs, mais c'est, je pense, le même principe. Oui. Et puis pour travail. Pour resituer, c'est quelle époque? C'était il y a 30 ans. Donc, les années fin 90. Fin 90, oui. Okay. Oui. Donc, il y a l'éditeur d'un côté, il y a le libraire de l'autre, et au milieu, il y a toi. Il y a le diffuseur. Oui. Comment ça se passe? Ton quotidien? Alors, en fait, le diffuseur va trouver les éditeurs 5 fois par année. Et pendant 4 jours, on est à Paris, en général. À Arles, pour ceux qui ont la chance d'avoir les éditions Actes Sud. C'est tout de suite dit, il y en a qu'un. Sympa. Et puis, en 4 ou 5 jours, on nous présente tous les titres à paraître pour les 3 mois prochains. Donc c'est par trimestre à chaque fois? Par semestre, en fait. Semestre, et là, la semaine prochaine, je vais pour les programmes de mai et de juin. Sachant qu'on enregistre, on est mi-février. On est mi-février, voilà. Donc on vit jamais l'instant présent, ça c'est sûr. On est toujours, on vit toujours avant. Oui, mais ça c'est en plus. Alors je pense que ça fait fantasmer tous les lecteurs, indépendamment de toute chose, de se dire à l'avance, tu peux lire tous les titres. Alors oui, si on les a à l'avance, mais donc voilà, le propre est d'aller chercher les programmes, comme on dit, de les retravailler, de les lire, de les digérer, de créer notre programme de présentation. Parce que cette réunion, excuse-moi, je te coupe, mais juste pour essayer de nous mettre un peu dans l'ambiance. Donc, c'est une réunion avec les éditeurs. Il y a aussi les auteurs qui présentent. Oui, alors il y a des auteurs qui viennent. Oui, la semaine prochaine, on nous prédit des grands noms chez Ozu. Je me réjouis pour les romans de l'Avent. Déjà, on va nous présenter les romans de l'Avent et les grands noms pour les romans de l'Avent. Parce que tu sais pas à l'avance qui sera là, du coup? Non. Ok. Non, je découvrirai ça mercredi matin. Avec joie. Et donc voilà, tu digères tout ça, tu structures ça dans ta tête le plus possible. Et puis, une fois revenu, moi je prends mes rendez-vous d'une fois à l'autre. Donc voilà, j'ai entre 3 et 4 libraires à voir par jour. Ou alors si c'est des toutes grosses librairies, j'en ai entre 1 et 2 par jour. Et puis je commence ma tournée qui dure 1 mois et demi, 2 mois pour la grosse tournée de l'été. Et là, je vais chez le libraire et je lui dis, voilà ce qui va sortir et je prends les commandes. Donc, tu décris. Alors, tu as combien de temps chez le libraire? Ça dure combien de temps? Alors, ça dépend. Ça dépend si le libraire a beaucoup de questions, si le libraire est pressé. Ça dépend. Si on a beaucoup de choses à se raconter. Parce que depuis 30 ans, la plupart des libraires sont maintenant, je les connais depuis tellement longtemps qu'il y en a beaucoup qui sont mes amis. Et donc, on a beaucoup de choses à se raconter. Et donc, je leur présente le programme. En général, ça dure 2 heures. Pour combien de livres sur ton catalogue? À peu près, pour 2 mois, à peu près 450. Mais comme je vous le disais tout à l'heure hors antenne, c'est vrai que j'ai beaucoup de livres pour enfants et j'ai beaucoup de bricolage, j'ai beaucoup de choses comme ça. J'ai pas besoin d'argumenter tout ça. Donc voilà, ça passe très rapidement. Cela passe plus vite et puis les romans un peu avec des histoires plus construites, tu peux passer Alors un peu plus de temps. Alors bien sûr, le roman, je m'y attarde, ça c'est clair. Oui. Ouais.
Mais tu es obligé quand même de faire des choix. Alors, les nouvelles collections, je m'y attarde, les romans, je m'y attarde, et puis les gros enjeux aussi, parce que l'éditeur nous définit aussi des gros enjeux, et c'est vrai que s'il y a des choses plus importantes, eh bien là, il faut s'y attarder plus longuement. Ouais. Mhm. Plus importante, c'est-à-dire avec un enjeu commercial où l'éditeur a fait son pari dessus. Voilà, oui. On va dire comme ça. Oui. Donc, Il y a de plus en plus de gros enjeux chez les éditeurs. ouais, avec des auteurs qui sont en lien avec des noms. Avec des grands noms et avec des noms soit traduits, soit des gros achats étrangers, soit des grands noms à mettre en avant. Ouais. Donc cela, lors de la présentation, c'est l'éditeur qui va mettre Oui, le livre en avant. en avant pour dire bon, celui-là, faut que tu appuies un petit peu, on a un gros enjeu Oui, commercial, en général, ils n'ont pas besoin de nous dire, on comprend. C'est ce qu'on disait aussi, c'est que tu as quand même 30 ans de boutique, donc il y a des choses que tu vois venir aussi. Donc, Oui, et puis il y a un langage, et puis tu comprends très rapidement que quand il y a beaucoup de marketing là autour, c'est pas pour rien. C'est de l'investissement, c'est pas pour rien. C'est de l'investissement, exactement. Ouais, exactement. Est-ce que c'est pas frustrant, justement, quelquefois, et dans un sens ou dans l'autre, soit de devoir... comment ça se passe quand tu sais que tu as un titre à défendre, mais tu trouves pas, à titre personnel, que ce soit un romancier transcendant, ou à contrario, un titre qui est pas poussé par l'éditeur, mais sur lequel toi, tu as craqué? Alors, si c'est un titre que l'éditeur, qui est un gros enjeu de l'éditeur, en général, ça va tout seul, parce que c'est vrai que le libraire, il comprend aussi que c'est un gros enjeu, et puis s'il comprend pas, ma foi, on lui fait très vite comprendre que s'il le prend pas à l'office, très rapidement, il n'y en aura plus. Donc, le jour où on le lui demandera, il n'en aura pas. Dommage. Ouais. Par contre, c'est vrai que pour des petites pépites qu'on a envie de pousser, c'est là où le métier est intéressant, et puis c'est là où c'est bien de savoir convaincre et d'avoir les mots pour convaincre le libraire. Puis d'avoir la confiance du libraire, puisque tu parlais de tisser des liens avec eux notamment, et donc ils te font plus confiance parce que ça fait longtemps que tu leur proposes des produits. Oui, alors ils me connaissent, ils savent. Au début, c'est clair que tu fais du théâtre, hein, très clairement, et c'est clair qu'il y a des fois où tu te ramasses parce que tu as le droit de te planter, oui. Tu fais des louanges sur quelque chose qui est pas bon. La prochaine fois que tu passes, ils te le font sentir, et puis ça passe pas deux fois. Et donc c'est vrai que en général maintenant les libraires me font confiance, et je leur fais confiance aussi parce que c'est un échange, hein. Et souvent, comme je suis une grande lectrice, souvent le libraire me dit j'ai ça à te... Moi je leur propose des titres, donc ils m'achètent des livres, mais en retour... Tu m'en achètes beaucoup de livres aussi. Je suis leur conseil très volontiers. Comment ça marche du coup, on parle d'achat, etc. Comment ça marche du point de vue business? C'est-à-dire, tu es un petit peu entre le marteau et l'enclume. Je sais pas, c'est peut-être une mauvaise image, mais tu es intermédiaire entre la maison d'édition et puis le libraire qui est le vendeur final. Il y a des marges qui sont préétablies, c'est une négociation à chaque titre. Comment ça se passe, ce genre de choses? Plus la place pour le distributeur qui s'intègre là-dedans. Oui. Alors ça, c'est clair que nous, en tant que diffuseur, on a un contrat avec un distributeur. Notre distributeur, c'est l'Office du livre, et on paye le distributeur chaque fois qu'un de nos livres sort, on a une commission. Donc, pour clarifier, pardon, je te coupe, c'est juste pour clarifier, pour que ce soit bien clair, et tu me corriges si je me trompe, vous êtes finalement, vous gérez les commandes, mais vous gérez pas les livres objets. Ça, c'est le rôle du distributeur. Oui, c'est lui qui envoie votre commande à l'OLF, en l'occurrence. Oui. Et puis, eux, ils ont les grandes armoires où il y a les livres, et puis ils les mettent dans les paquets, quoi. Exactement. Donc, tu ne conduis pas un semi-remorque, pour être clair. Non. Sauf dans les salons. Ça, c'est une exception. Mais c'est vrai que l'OLF fait la gestion de nos stocks, et puis fait le paquet ficelle. C'est eux qui envoient nos colis. Mais c'est vrai que
cette prestation, on les paye bien évidemment. Donc ça c'est à compter. Et puis le libraire, non, on ne détermine pas à chaque livre, Heureusement. ça serait pas possible, mais le libraire a une remise que l'on peut revoir à la hausse ou à la baisse si le libraire a vraiment une grosse... Enfin, c'est très rare qu'on voie une remise à la baisse, mais le libraire a une remise que l'on définit entre le diffuseur et le libraire. Oui, Voilà. après, ça, c'est Donc, des affaires C'est du commercial, oui. Oui. Donc, pour être très basique, tu achètes un livre auprès de l'éditeur, tu le revends, tu le places auprès d'un libraire, il est vendu ou il est chez eux en attendant d'être vendu, et parce qu'il y a toute une histoire de gestion des invendus et Oui. de retour d'investissement. Oui. Donc ça, est-ce que tu peux un petit peu clarifier Alors en fait, le livre, c'est le seul produit, à ma connaissance, qui a un droit de retour. Donc le livre arrive en nouveauté chez le libraire, et le libraire, si dans 3 mois, il le paye, le livre, il le paye sur sa facture à 1 mois. Et si dans 2 mois le livre n'est pas parti et qu'il n'a aucune chance, d'après le libraire, eh bien il peut nous le retourner. Dans ce cas-là, le diffuseur doit retourner la somme du prix du livre. Oui, c'est remboursé. C'est une note de crédit. Donc c'est un jeu assez complexe entre les délais de parution, le temps que le livre est placé en étagère, etc. C'est complexe. Alors c'est assez complexe, et c'est vrai que souvent on voit très bien quand un libraire a besoin de liquidité, c'est clairement, il nous fait beaucoup de retours. Ouais. Mais ce qui est dans la chaîne du livre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a tellement d'interlocuteurs que un jour où un libraire a un petit peu de soucis et qui fait des retours massifs, eh bien, ça va s'étaler sur tous les diffuseurs. Ça ne va pas concerner qu'un diffuseur. Mais en général... Donc il y a une certaine inertie au système, ce qui lui permet de fonctionner aussi. C'est pour ça que le système est très stable. Oui. Et c'est très stable en Suisse parce que vraiment tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. Ouais. Mais c'est vrai que on comprend pas forcément quand tu es lecteur, tu comprends pas forcément que le libraire a un droit de retour. Oui, mais c'est important. C'est Alors, vraiment important. Alors, tout à fait. Les auteurs peuvent ne pas le comprendre aussi, parce qu'il y a cette notion de le livre est chez le libraire, mais ça ne veut pas dire qu'il est vendu. Ah non, alors ça c'est clair, Quand on dit on en a posé 350, ça ne veut pas dire que c'est 350 exemplaires vendus. On peut le dire une année après. Parce que le droit de retour, c'est combien de temps? Alors maintenant, ça a été étendu à plus d'1 année. Ah oui. Oui. C'est énorme. En Suisse. C'est local, c'est pas les mêmes chiffres ailleurs? En France, je crois que c'est pas les mêmes chiffres, non. Ouais. Avant, c'était 9 mois, et là, maintenant, c'est souvent plus d'1 année. Oui, mais ça, c'est quelque chose de maximal, parce que j'imagine qu'une petite librairie qui n'a pas beaucoup de place et qui voit qu'un titre part pas tellement, elle va peut-être le renvoyer avant 1 an. Bien sûr. Il y a des livres, malheureusement, qui font un tout petit séjour de 2-3 semaines en librairie. Oui. C'est terrible. Oui. Mais parce qu'il faut convaincre en 3 semaines de se faire acheter, quoi, en gros. Mais il y a tellement de parutions. Ouais. Là, en ce moment, on dit qu'il y a plus de 2000 parutions par semaine, en langue française, tout confondu. Poche, BD, jeunesse... Ah oui, tout compris, d'accord. Tout confondu, oui. Les chiffres dont on parle souvent, c'est la rentrée littéraire avec 600 et quelques 700 sorties. Pour les Français, on parle souvent de ça. Mais on se rend pas compte que ça, c'est toute l'année, en fait. C'est reproduit à chaque trimestre ou à chaque semestre, selon comment tu fonctionnes. Oui. Donc ça, oui, on est vite aux 2000 livres. Et là, tu parles du marché suisse, on est d'accord? Oui, bon, le marché suisse est vraiment calqué sur le marché français. Mais pas dans les chiffres, ils font plus de sorties, j'imagine? Les Suisses? Non, les Français. Les Français? Les Français. La plupart des livres qui paraissent en France arrivent en Suisse. Paraissent quand même, ok. Oui.
Oui, je n'étais pas sûr de ça. Dans l'autre sens, c'est pas vrai. Alors, dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile, effectivement. Oui, oui, ça, c'est un souci. Oui. Alors, tu parlais tout à l'heure des pépites j'avais un peu envie que tu nous racontes l'anecdote, parce que tu as laissé ton sac à malice là-bas. J'aimerais bien que tu racontes l'anecdote de ce petit livre orange. C'est le moment où tu racontes l'anecdote. C'est le moment où je vais chercher, dites des trucs pendant ce temps. C'est malin. Mais c'est une histoire intéressante que tu nous as racontée. Mais c'est vrai que j'ai travaillé longtemps pour des éditeurs français. Et puis, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler chez AI Diffusion, merci, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait de très, très intéressants éditeurs suisses. Et parmi ces éditeurs, j'avais en charge de promouvoir les livres de Charlie Veutet, les livres de fin de siècle. Et dès que j'ai commencé chez AI Diffusion, j'ai rencontré Charlie d'une manière très, très drôle, qui n'était pas sûr de croire en moi. Charlie, si tu m'écoutes. Et puis, la première nouveauté qu'il me propose de promouvoir pour fin de siècle, il me dit, oui, bah, tu vois, c'est quelque chose de mignon, c'est un peu poétique. Michel Simonet, il travaille à Fribourg, il est cantonnier, ça sera très joliment fait. Et voilà, bah, tu fais ce que tu peux. Et puis, il me présente une rose et un balai. Et moi, je connaissais pas... Bon, je connaissais Fribourg, bien évidemment. Je connaissais pas Michel. Il me donne le texte en PDF et je trouve ça tellement beau. Et je lis l'avant-propos de Jean Steinhauer. Je ne sais pas où il est là. Et je me dis, waouh, ça doit être quelque chose de formidable. Et je me suis prise au jeu. Et ce petit livre, je l'ai placé vraiment partout, à Sierre, à Genève, à Neuchâtel, à Delémont, Port-Rang, enfin vraiment partout. Tous des endroits qui sont loin de Fribourg, pour nos amis qui ne connaissent pas la Suisse. Et je crois qu'il y en avait, je ne sais pas combien j'en avais mis à l'office, mais je pense 300. Ce qui n'était pas énorme, mais ce qui était quand même pas mal pour quelque chose de fribourgeois. Et puis, il sort début mai ou début juin, début mai, je crois. Et 2 semaines après la sortie, ou 1 semaine après la sortie, 6 pages dans l'Illustré, qui est le journal suisse qui est lu vraiment par une majorité de ménages, très grand public. Et Michel, par sa simplicité, avait conquis mais vraiment toute la Suisse romande. Et ce petit livre, il a été très rapidement vraiment acheté, mais partout en Suisse. Et c'est comme une étincelle, en fait. Il y a eu une mise en place, il a été visible partout. Il y a eu de la presse, il y a eu la personnalité de l'auteur. Et on dit, le feu a pris. Et ça a été extraordinaire. Et c'est vraiment pour moi ça restera le plus beau souvenir de mon métier. Voilà. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore fini. Il me reste quand même pas mal d'années, mais ça restera un très très bon moment. Oui, on comprend une vraie découverte finalement d'un texte qui était prédestiné à rester très local, très régional, Bulle, Fribourg, donc c'est 25 km en gros, hein, voilà. Et qui finit par faire des dizaines de milliers d'exemplaires vendus. Exactement. Grâce à... oui, parce que... Non. Mais si, parce que tu l'as placé en librairie et quand il y a eu la presse qui s'y intéressait, il était disponible. Oui, c'est vrai que c'est important. Ça, c'est vrai que c'est important. C'est celle-là. J'essaie de faire la professionnelle. Et il y a eu chez Écriture une parution en France et il est paru en pocket également. Et c'est vraiment... Ils ont gardé la couleur chez Pocket ? Non, ils n'ont pas gardé la couleur. Dommage. Mais la couleur, ça fait tout. Et c'est vrai que... surtout quand tu es fribourgeois. Ouais, c'est un ensemble. Ouais. Et imprimé à Fribourg. Donc voilà, du 100% Fribourg. Et c'est comme ça que tu as
conquis l'éditeur qui ne croyait pas en toi au départ, accessoirement? Alors au départ, il était méfiant parce que mon prédécesseur, voilà, il était méfiant avec moi, mais Charlie, si tu m'entends. Ça va mieux. Puis alors, tu as dit, quand cette anecdote super jolie que tu viens de nous raconter, tu as parlé dans les clés du succès de ce livre de la personnalité de l'auteur. Quand on en a discuté, quand on a préparé l'épisode en off tout à l'heure, moi j'ai pas mal retenu que ce que tu expliquais quand tu vas dans des réunions avec les éditeurs, que tu rencontres les auteurs, la première chose que tu fais pour aller voir les auteurs, ce qu'ils font, tu vas sur les réseaux sociaux. Oui, je vais sur les réseaux sociaux pour voir voilà, qui ils sont, s'il y a des entrées sur eux, si on en parle. Et c'est vrai que c'est important quand tu arrives chez le libraire de savoir de qui tu causes quand même. Mais c'est plus ton objectif, c'est de connaître l'auteur Oui, pour pouvoir présenter son livre, voilà. plutôt que de la curiosité commerciale pour savoir si ça va marcher ou si... Oui, c'est ouais. vraiment pour savoir de Mm. qui je parle, parce Ok. qu'il ne faut pas dire des bêtises non plus. Oui. Oui, mais est-ce qu'il y a cette dimension... Alors, bien sûr, mais est-ce qu'il y a cette dimension aussi de se dire que si on a un auteur qui est actif, même quand on est en maison d'édition traditionnelle, Oui. qu'un auteur qui est actif sur les réseaux sociaux, qui a des entrées, comme tu le disais, dans la presse, des articles, Oui. des choses comme ça, qu'on va peut-être plus lui faire confiance en termes de succès potentiel. Oui, et on sait déjà qu'on voit un auteur qui est très présent sur les réseaux, on sait que c'est gagné d'avance. On va aller chez le libraire, et même si le libraire nous dit « Ah, je connais pas tellement », je dis « Mais j'ai vu tout ce qu'il fait sur Insta, tout ce qu'elle poste sur Facebook, c'est impressionnant », donc on sait qu'il y aura de toute façon que... Moi, je dis, ça va grenouiller là autour. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, C'est important. C'est important, et Ah c'est oui. pas seulement important pour les auto-édités, parce que là, Ah non, on pour a tout le monde. souvent, voilà, cette impression. Enfin, nous, c'est vrai que dans Duo de Plume, c'est souvent un message qu'on fait passer, de dire qu'on soit auto-édité ou en maison d'édition traditionnelle, ça reste très important, la com qui est faite par l'auteur. Oui. Et tu le confirmes Très important. à ton niveau. On a vu, en Suisse, c'est vrai que des gens comme toi, tu es très actif sur les réseaux, mais Marc Woltenhauer et Nicolas Feutz, ils se sont faits parce qu'ils étaient actifs sur les réseaux, ils étaient tout le temps présents, et ils étaient tout le temps présents en librairie, et ils ont vraiment donné à fond de leur personne, et c'est comme ça qu'ils ont eu leur succès. Ils se sont fait connaître et ils ont vraiment donné de leur personne. Ouais. Et c'est encore vrai maintenant. Parce qu'il y a aussi quand même le fait que maintenant les réseaux sociaux sont beaucoup plus démocratisés, je dirais, dans le monde des auteurs. Oui. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont sur les réseaux, donc peut-être davantage qu'il y a 10 ans, quand Marc ou Nicolas ont... Marc, c'était un peu plus tard. Non, Marc, ils ont commencé à peu près. Ils ont commencé en même temps. Ouais, à ce moment-là, il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, oui. Si ça tient sur la durée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... ça, c'est important. Qui est important. Ouais. Oui. Oui, on a fait cet épisode sur les réseaux sociaux et leur intérêt pour les auteurs. Et c'est une des questions qu'on se posait, c'est finalement, est-ce qu'on peut vivre sans maintenant en tant qu'auteur? Et on se rend bien compte que c'est quand même un vrai plus et qu'il faut une certaine présence. Et la deuxième partie, c'est ce que tu disais, Catherine, on peut pas... on peut plus attendre d'un auteur on attend quelque chose de l'auteur d'un point de vue communication. Et ça peut plus être une fois que j'ai placé mon livre en maison d'édition, j'ai rien à faire en termes de promotion et ça va se faire tout seul, ou bien c'est à la charge de l'éditeur. Maintenant, il y a tellement de parutions que matériellement, les éditeurs n'ont pas le temps de faire la promo de tout le monde. Donc ça revient, c'est revenu depuis longtemps, mais c'est assez flagrant maintenant. Ça revient à la charge de l'auteur aussi de faire cette promotion. Oui, ça c'est très important. Est-ce que tu as des contacts directs avec les auteurs, toi? Alors oui, maintenant c'est beaucoup plus convivial depuis que je travaille pour des éditeurs suisses, parce que forcément on les rencontre souvent. Il y a le salon, il y a le livre sur les quais, il y a énormément d'endroits où on peut rencontrer des auteurs. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Catherine.
Et puis, et puis c'est vrai que la Suisse romande est tellement petite que, ben voilà, on connaît très rapidement, pour autant qu'on lise, on connaît très rapidement les auteurs et souvent ça devient des amis après. Ça, c'est clair. Et comment ça se passe? Alors, tu nous disais aussi, alors si un auteur, admettons un auteur indépendant ou une toute petite maison d'édition a envie d'avoir un diffuseur, Oui, il vient vous voir. oui. Comment c'est possible ou pas possible du tout? Comment est-ce que vous Oui, alors sur quels critères? c'est possible, mais maintenant, on accepte des petits éditeurs pour autant qu'ils aient un programme bien défini. C'est clair que si c'est quelqu'un qui vient avec un livre, on lui dit on va pas réussir à bien le promouvoir. Parce qu'en fait, pour promouvoir un éditeur, il faut avoir un programme régulier. Et nous, on dit que c'est régulier à partir de 3 livres par année, ce qui est déjà, c'est tout petit, mais ça permet à 3 moments dans l'année de parler de cet éditeur au libraire et de parler de nouveautés. Et en fait, on propose, on fait des mises en place. Le libraire peut faire des retours sur ces nouveautés, mais l'éditeur va nous proposer d'autres nouveautés. Et tout ça va se lisser. Et s'équilibrer sur l'année, Ça du va coup. s'équilibrer et ça, c'est sain. Mais c'est vrai que quelqu'un qui nous propose un titre, là, on a eu l'année passée un auteur qui nous a dit oui, j'ai un titre, on va en parler un petit peu dans la presse et tout ça. On s'est dit, on s'est consulté et puis on s'est dit ok, on y va. Et en fait, on a mis en place peut-être 150 exemplaires chez les libraires. La presse n'a pas été au rendez-vous. Et en fait, là, on en a repris, je pense, 140. Et en fait, l'auteur est malheureux, nous sommes malheureux, les libraires, ils sont malheureux parce que, voilà, on leur avait dit qu'il y avait de la presse, il n'y en a pas eu. Et voilà, c'est compliqué. Maintenant, on dit de plus en plus non à des éditeurs qui ont... quelqu'un qui n'a qu'un livre, c'est pas un éditeur, en fait, c'est du one-shot, ouais. C'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais oui, En mais bien vérité. sûr, oui. Ce qui rejoint de toute façon, même enfin, quand on se place du point de vue de l'auteur, ce qu'on dit assez souvent, et on le dit très souvent dans le podcast, donc, ce qui fait la meilleure promotion d'un roman, c'est d'écrire un autre roman. Oui. Parce que c'est vrai que la nouveauté relance le fond Exactement. et relance les autres titres et permet de faire une autre entrée pour découvrir les autres romans de tel ou tel auteur. Donc, Tout à fait. c'est exactement le même principe. Mais on a eu aussi des demandes de diffusion d'éditeurs universitaires. Et là, on leur a clairement dit, ben non, parce que c'est pas on sait pas le faire, on va pas aux beaux endroits. Et puis, c'était quelqu'un de très, très local au niveau des auteurs. Et il pouvait le faire tout seul, c'était pas un problème. Il faisait voilà son petit rayon et ça allait. Payer payer un diffuseur pour faire un travail qui va pas être bien fait. Nous, on sait très bien quand on va pas pouvoir le faire et on dit non. Parce qu'on sait très bien que on va faire des malheureux sinon. Et c'est compris. Pas toujours, non. Non, voilà. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous avait fait accepter cette histoire que tu racontes de livre avec un one-shot, puis finalement qui n'a pas rencontré la presse? Parce que on avait déjà proposé au libraire un roman de cet auteur, disons il y a 10 ans à peu près. Et puis ce roman, moi je l'avais adoré. Et ce deuxième roman, je l'ai beaucoup aimé également. Et je me suis dit bon ben ça va pouvoir le faire. Mais maintenant, un auteur qui n'est pas connu, qui n'a pas de presse, t'as beau le mettre partout. Sur l'étagère, ça va Partout. pas partir.
ça va pas partir. En fait, ce qui manque maintenant, ce qu'on remarque avec les libraires, on en parlait encore ce matin, c'est la curiosité. Et avant, tu avais plein de gens qui rentraient dans les librairies et qui faisaient le tour des librairies, le tour des rayons, qui regardaient le 4e de couverture, qui se laissaient tenter. Des curieux. Et maintenant, les curieux, il y en a de moins en moins. Il y en a encore. Maintenant, ils viennent comme au supermarché, ils viennent pour acheter un titre qu'ils ont déjà repéré et ils repartent. Voilà. C'est ça, en fait. Souvent, Ouais. oui. Et à quoi ça tient, à ton avis? Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de baisse de pouvoir d'achat, tout simplement, ou les gens lisent moins, ou... Non, je crois que les gens lisent tout autant, mais je crois que c'est pour tout, hein, la curiosité tend à diminuer Oui, c'est vrai, alors on pourrait quand même se dire... Alors, dans tous les domaines. Tout à fait, mais alors, autant quand on est sur des grosses librairies ou des rayons livres d'un supermarché où on n'a pas de conseils. Après, dans les petites librairies indépendantes ou dans les grosses librairies avec Oui. des libraires en rayons très passionnés, Mhm. le lecteur peut avoir ce conseil quand même Bien sûr. l'orienter Oui, vers oui. la petite pépite cachée. Donc, ils veulent pas écouter le libraire, ou il y a quelque chose... Il y en a de moins en moins. C'est vrai qu'il y a pas mal de libraires qui me disaient, à Noël l'année passée, ils avaient entendu parler de ce livre, ils voulaient ce livre et pas d'autre chose. Et j'ai beaucoup d'amis libraires qui pouvaient, encore il y a 5-6 ans, réussir à vendre plus de 200 exemplaires du même livre. C'était leur coup de cœur. Ouais. Mais l'année passée, c'était plus du tout la même chose déjà. Oui, parce que pourtant, c'est vrai qu'on a cette impression, notamment chez Bayo, où il y a pas mal de libraires indépendants qui font aussi justement ce petit bandeau, Oui. le coup de cœur de votre libraire, Oui. qui me semblait naïvement très incitateur. Enfin, moi, quand je vais dans une librairie, je vois le coup de cœur, en tout cas, je vais aller lire Oui. le 4e de Alors couverture moi aussi. Oui. en me disant, tiens, ça a tapé dans l'œil du libraire, quand même, Moi quoi. aussi, mais c'est de plus en plus rare, les gens qui font ça. Et ça, apparemment, c'est partout, malheureusement. Ouais, donc ce qui souligne la nécessité vraiment pour l'auteur d'essayer de se rendre visible en amont de la librairie et à l'extérieur, par les réseaux sociaux, par tout ça, pour qu'on le connaisse déjà et quand on rentre dans la librairie... On se dit, ah ben tiens, j'en ai déjà entendu parler. Exactement. Voilà, ouais. Exactement. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est Est-ce bien. que... Mhm. Oui, non, tu... Non, je te regarde parce que moi j'enchaîne les questions. Je te tourne non, les mais- doigts, donc je ne vois pas quand tu as une question. Vas-y. Je voulais rebondir sur quelque chose qui m'a sauté aux yeux quand tu parlais, c'est que il y a encore beaucoup la place pour justement le coup de cœur, et alors que tu as une position qu'on pourrait visualiser comme très commerciale. Je prends un stock, je le déplace et je le place quelque part, et puis c'est vendu, puis j'ai des retours. En fait, tu lis tout ce que tu places et tu as des coups de cœur aussi, et Oui. il y a beaucoup d'émotionnel. Finalement, dans tout ce qu'on a interrogé dans la chaîne du livre, il y a ce côté encore, ce rapport au livre qui est un tout petit peu différent, et tu es capable de pousser un petit peu plus, de mettre en avant un livre où vraiment toi ça t'a plu, juste parce que justement, c'est un coup de cœur, quoi. Oui, oui. Et Mais- c'est important, je pense, encore. Oui, c'est ouais. très important, parce que sinon tu déshumanises le métier, et Oui. puis après t'es plus que... T'es plus que VRP, quoi. T'es plus que VRP, oui, ouais, exactement. de produits de nettoyage, ouais. Je vois. Mais c'est rassurant en même temps, et ça doit rassurer aussi les auteurs qui passent devant vous. Toi, tu l'as fait récemment chez Slatkin, sauf erreur. Quand tu viens, Ah oui, ouais, quand tu viens présenter ton bouquin, puis que tu as 8 minutes 27 secondes, parce que il y a beaucoup de monde qui passe, il y a beaucoup de livres à présenter pour une sortie. Ouais, mais justement, j'avais trouvé que c'était pas tellement, en tout cas moi, celle que j'ai vécue de réunion, dans la réunion de rentrée. En France non, avec Slatkin. Mais en Suisse. Ouais. Mhm. Ouais. J'ai trouvé ça, au contraire, plutôt chouette et assez. Il n'y avait pas tant de monde que ça. On n'était pas tant d'auteurs que ça à avoir été conviés. Et on avait le temps quand même d'argumenter un petit peu, de C'est bien. présenter. Mais tu as aussi une certaine facilité à parler en public. Tu as une certaine expérience de la radio, des podcasts, des trucs comme ça. Ouais, moi, ça ne voulait pas Pour- m'interrompre. C'est ça. C'est vrai, c'est ça. Pour les auteurs,
Pour les auteurs qui ont moins cette capacité-là, ça peut être une épreuve assez difficile. Et en plus, tu peux te poser la question de à quoi ça sert, alors qu'en fait, justement, tu as affaire à quelqu'un qui est du côté de la diffusion, donc après l'éditeur, et qui peut avoir un coup de cœur sur ton histoire, et qui peut après le placer mieux ou essayer de le placer plus largement. Transmettre, oui. Transmettre, ouais. Mais je pense que l'éditeur, en l'occurrence, il décide aussi en amont parce que l'éditeur connaît ses auteurs et il sait ceux qui seront à l'aise avec l'exercice et ceux qui ne le seront pas, je pense, parce qu'il y a des auteurs qui sont excellents, qui écrivent extrêmement bien, mais qui ne sont pas du tout à l'aise qui dans transmettent le pas du contact. tout. Ouais, voilà, ça c'est clair. Ça va le desservir. Enfin, le gars qui est tout timide. Des fois, c'est mieux de pas venir nous le présenter, le livre, quand on est comme ça. Oui, oui. C'est ça, c'est sûr. C'est comme les salons où il y en a certains, mais ils se tirent une balle dans le pied. Faut pas. Non, non. Non, non. Mais pour clarifier, donc c'est pas tous les auteurs qui viennent. Non, 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 non. Donc sur une grosse journée comme ça de présentation, tu vois une dizaine d'auteurs. Non, mais chez nous, comme on a très peu d'auteurs et comme on est plutôt une maison qui diffuse de l'enfant, sur une session, sur un séminaire, on a en général 4 auteurs qui viennent. D'accord. Ouais. Mais c'est clair que chez Robert Laffont, c'est beaucoup plus, c'est une quinzaine d'auteurs par séminaire, ça c'est clair. Okay. Mais ça, c'est les séminaires qui sont plus spécifiquement au zoo, parce que tu disais que tu représentais aussi des maisons d'édition suisses comme Cousinouche ou... Oui, alors... font aussi, non, ils font pas du tout ces réunions, je dois leur courir après pour avoir les titres. Et puis, non, on fait pas du tout de réunion. Quand j'avais des gros éditeurs, oui, j'allais à Lausanne et puis on me montrait pendant une matinée tout ce qui allait paraître dans les 2 prochains mois. Mais là, les éditeurs qui ont deux titres par programme, ils me les envoient par mail. Oui, et puis on se téléphone et puis on dit ce qui est important. Oui, donc c'est un petit peu la raison pour laquelle, quand on a préparé l'épisode, tu disais qu'avec les auteurs, Alors, toi, tu as des relations personnelles avec les auteurs parce que tu vas sur les salons et que tu les rencontres, oui. Mais presque hors cadre professionnel. Hors cadre professionnel, oui. Ouais, c'est une démarche personnelle, mais sur les auteurs de telle maison dont tu vas défendre les titres, c'est pas forcément des gens que tu as rencontrés. Non. La plupart du temps, non. Il faut que l'éditeur soit au taquet. Au taquet. Oui. Dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il te faut à toi pour préparer ton programme donc si j'ai bien compris, c'est ça, tu prépares un programme qui va te permettre de présenter les titres auprès des libraires. Mm-hmm. Donc de l'éditeur, qu'est-ce qu'il te faut de manière indispensable pour que tu puisses bien faire ton job? Il faut au minimum le titre, j'imagine, mais qu'est-ce qu'il te faut? Alors, de la part d'Ozo, par exemple, on a un PDF que l'on reçoit, qui est parfait, avec des pages intérieures. C'est absolument génial. Il est vraiment même trop complet. On reçoit un bon de commande que de toute façon, il faut refaire en Suisse pour qu'on ait les prix suisses. Et puis, de la part des éditeurs diffusés suisses, il me faut une page de présentation, un argumentaire très précis qui me dit qui est l'auteur, où est-ce qu'il habite. Ça, c'est très important. Il me faut un résumé du roman ou du livre, ça dépend de ce que c'est. Et puis, il me faut une très belle couverture parce que quand on présente au libraire, c'est très visuel. Et souvent, de mes éditeurs, je ne reçois qu'une page blanche. C'est pas trop visuel. Couverture à venir. Couverture à venir. Prix à déterminer. Allô. C'est là où ça commence à être compliqué. Oui. Et là, faut broder. Ouais. Et c'est vraiment. Et quand j'arrive au bout de la tournée, je vois très clairement un titre pour lequel je n'avais pas de couve. J'ai pas beaucoup de notés. J'ai pas beaucoup de commandes. Ouais. Et comment ça se fait que l'éditeur t'envoie? Enfin, elle est faite, la couverture. Non, souvent elle n'existe pas. Et je dis, mais n'importe quoi, un bricolage. Et souvent, je la bricole moi-même pour qu'il y ait de la couleur sur parce que sinon, c'est pas possible. Ouais.
Et puis Mais quand tu parles du résumé, c'est différent du 4e de couverture? non, alors, Ou c'est souvent sensiblement la c'est même chose? le 4e de couve Mmh. et puis, pour tout ce qui est des romans, là, je demande, le PDF et souvent je reçois les PDF en cours de correction et c'est ça qui est génial parce que je vois toutes les corrections, Donc tu veux dire le texte intégral? le texte Ouais. intégral, Preuve non corrigée. mais en Ou en cours de cours de correction? correction, donc je vois, les corrections des éditeurs, je vois, souvent je peux dire, là il y a ça va pas du tout, enfin il y a encore trop de fautes ou Ouais. et c'est ça qui est chouette. Oui, tu as l'accès en avant-première à certains textes, Oui, ce qui est intéressant. oui. Pour un gros lecteur, une grosse lectrice comme toi, ouais, Ouais, en c'est plus. très intéressant. Ouais. Alors c'est difficile parce que on n'a pas de gros éditeurs. Souvent les éditeurs comme Flammarion, Gallimard, ils envoient les épreuves papier. Mais nous, on n'a pas ce genre de choses en Suisse, c'est pas possible. Donc c'est du PDF sur tablette. Voilà. Il faut une liseuse un peu confortable en Oui. lecture. Et puis alors, Pardon. Non, je t'en prie. Non, mais comme d'habitude. Mhm. Mais vas-y, c'est ton tour. Après, je Non, poserai ma question. je rebondissais parce que alors c'est à la fois étonnant et à la fois pas, parce que on comprend que tu es passionné de livres et de littérature, mais du fait de ton job, tu lis énormément, et malgré ça, tu lis en plus pour toi des trucs. Ah oui, surtout pour moi. Ouais. Mais quand j'entends que tu lis quasiment tout ce que tu diffuses, ça fait déjà un certain nombre de lectures, plus ce que tu fais d'un point de vue personnel. Oui. Tu as des genres prédominants, t'as des choses où tu lis vraiment très très variées. Qu'est-ce qui t'attire le plus d'un point de vue personnel? Alors, Si on est hors au zoo. depuis une dizaine d'années quand même, je m'intéresse beaucoup aux auteurs suisses et donc c'est comme ça que j'ai pu découvrir Catherine parce que voilà, je découvrais les auteurs de chez Okama et je t'ai découvert comme ça. Je lis beaucoup d'auteurs suisses. Ce que je préfère, ce sont les polars. Mais de plus en plus, je lis un petit peu de tout. Vraiment, je lis de tout, mais c'est surtout les polars. Ok. Mon grand amour. Violon d'Ingres. Ouais. Un Et violon puis, d'Ingres, oui. j'ai cru comprendre, tu me corriges si c'est faux, c'est depuis ton passage chez qui? Chez Lafon ou chez une grande maison, enfin... Chez Fleuve Noir, Oui, Fleuve Noir ou Pocket. Fleuve, voilà. Où là, tu as eu accès à pas mal du catalogue et du coup, ça t'a donné encore Ouais. plus le goût. Ah oui, là, ça m'a donné envie. Ouais. Ça m'a donné envie. Et c'est vrai que Pocket, j'ai adoré travailler chez eux. Et c'était l'éclatement de cet éditeur. On se battait contre le livre de poche. Et c'est vrai que c'était vraiment génial parce que les auteurs arrivaient. Enfin, c'était génial. Il y a une vingtaine d'années. C'était formidable. C'est toujours d'ailleurs, je crois. Mais j'ai pris l'amour du polar, m'est venu là. Ouais, pour quand j'étais chez Fleuve. Ouais, c'est marrant, j'ai du mal à retracer moi quand je me suis mis à aimer des polars et des thrillers comme ça. Moi, comme j'aime tout, Ouais, voilà. Toi, tu poses pas la question. Ouais, voilà, moi j'ai plutôt des périodes où c'est plus polar ou des périodes où c'est plus ça. Mais je lis un peu. Mais je lis vraiment de tout. Mais simplement, il y a des fois on est fatigué et on rigole beaucoup avec mon mari parce que à la fin de l'année, quand je suis vraiment trop fatiguée pour lire même un Barbara Cartland, c'est dire à quel point tu es fatiguée. Eh bien, je relis tout Astérix. Ah oui. Et ça, c'est mon reset. Et je sais pas combien de fois je les ai tous lus, mais je prends du premier au dernier, je les relis tous. C'est marrant. Et ça, c'est... Ouais. Et de temps en temps, quand ça passe pas, je relis tous les Tintins. Et après, je me fais tous les Black et Mortimer. Et Les classiques. les classiques. Et après, tu es prête. Et après, je suis prête. Et quand je suis pas prête, j'ai quand même... encore 60 cm de Yoko Tsuno à la maison. Voilà, j'adore Yoko Tsuno.
le Lettardi, Oui. ouais, il faudra qu'on présente le Lettardi. Avec le Japon, il laissera tous les deux. C'est marrant. Ouais, vas-y, Non, vas-y. mais oui, parce Non, que ça c'est fait vrai 3 qu'à fois que je chaque te fois coupe. oui, finalement, c'est toi qui me coupes sur cet épisode, donc bon, j'y vais. Non, je voulais te faire ouvrir ton sac à malice pour que tu nous racontes les deux autres livres que tu as Oh, mais en fait, apportés et les jolies anecdotes qui s'y rapportent. mon sac à malice, mais très rapidement, parce que j'ai beaucoup. C'est vrai que j'ai connu pas mal d'auteurs dans ma vie, mais un auteur que j'adorais et qui aimait beaucoup le canton de Fribourg, c'était San Antonio, Frédéric Dard. Et c'est vrai qu'au fleuve, je l'ai rencontré bien souvent et j'étais sa représentante préférée. Et quand tu Et es ça fait quand même la classe. c'est quand même la classe. Et c'est vrai que je l'ai rencontré plusieurs fois. Et là, c'est les souvenirs d'une très belle rencontre à l'occasion de la sortie des Dames du Palais Rizzi. C'était un des derniers Frédéric Dard. C'était pas un San Antonio, ça, c'était un Frédéric Dard. Donc lui, ouais, je l'ai beaucoup aimé. C'était un homme extraordinaire, très très galant. Tu t'asseyais, il venait derrière toi tirer la chaise. C'était vraiment quelqu'un d'adorable, mais vraiment adorable. C'est Et marrant parce que puis, ça contraste aussi avec les textes qu'il écrivait, totalement, totalement. très nanar, très. Ouais. Mais c'était un homme très cultivé, drôle, mais vraiment adorable. Et tout le contraire de son San Antonio, en fait. Ouais, ouais. Oui, mais je pense que bon, on n'est pas Mais- forcément ce qu'on écrit. mais il ça avait en le prend charme. la preuve. Donc voilà, ouais, je l'ai beaucoup aimé. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup, et j'ai beaucoup aimé rencontrer Joël Dicker. Et Joël Dicker, je l'ai lu dès le tout premier. Enfin, c'était pas son premier, la vérité. J'avais pas lu le premier, Les Pères. Mais je l'avais acheté dans la librairie de la maman de Joël. La maman de Joël a une librairie à Genève. Elle travaillait à la librairie. Et puis, j'avais pas eu l'occasion de le faire signer à la librairie parce qu'à l'époque, il était vraiment pas connu, on n'en parlait pas. Et puis, je l'ai acheté donc tout au début, c'était au mois d'août 2012. Et en mars 2013, je vais au livre sur les quais, au quai du Quai du Polar, Polar. pardon, à Lyon. Je prends le livre parce que j'ai vu que Joël serait présent. Et j'arrive vers lui et avant que je pose le livre sur la table, il me dit « Waouh, vous avez la première édition !» Et il y avait déjà eu 2 réimpressions. Et en fait, il avait vu que c'était la première édition parce qu'il y avait une petite marge là qui n'est plus sur les éditions suivantes. Et Édition collector, collector. bien sûr. Et c'est vrai que bon, j'ai tout de suite beaucoup, beaucoup aimé Joël Dicker et je continue à le suivre d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Quand j'aime les auteurs, je les suis en général. Une fan aussi. Je suis une fan, oui. Bah, toi, je t'ai suivi d'ailleurs. Merci. J'ai beaucoup aimé Les Inexistants. Et c'est vrai que ça fait le charme du métier. Un libraire me disait ce matin, c'est vrai que toi, 3-4 fois par jour, tu redis la même chose, ça t'embête pas, c'est un petit peu chiant comme métier. Puis en fait, quand tu le fais avec cœur, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. 30 ans après, toujours. C'est rassurant, mais Quand t'es passionné, de toute façon, ça Ouais. c'est. les gens passionnés communiquent bien leur passion en général. Oui, ça c'est passe ça. bien. C'est ça. Donc, Puis alors, en marge de ce métier, ce métier de représentante, tu fais d'autres activités littéraires, enfin littéraires ou paralittéraires, dont Lié à la l'organisation, liées à la littérature, dont l'organisation, la co-organisation du festival au Zoo, l'organisation du stand au Zoo au à salon du Genève. livre, oui. Voilà, Oui, donc oui. tu peux nous parler un petit peu de puis- cette Et puis tu es secrétaire, il paraît aussi.
Ça sera quand on viendra vous parler du temple du polar. Ouais. Ah oui, mais alors ça, c'est carrément prévu, effectivement. Mais alors, c'est question d'après, hein, ta question. Mais c'est clair que oui, alors quand on est diffuseur, pour pouvoir se faire connaître, il faut donner de la place aux livres, donner de la place aux auteurs. Et nous, à Diffusion, on est présent au Salon du Livre en grand, parce qu'on est un tout petit diffuseur avec un éditeur qui prend de plus en plus de place. Et c'est vrai que Ozu a grandi de salon en salon. Et par exemple, pour le Salon du Livre de Genève, on commence le lundi matin, le stand est vide, nos 72 mètres carrés sont faits que de moquettes. Le mardi soir, le stand est monté, les 16 palettes sont en place. Donc 16 palettes, ça représente combien de livres? À peu près 10 000 bouquins. 10 000 bouquins, et vous êtes combien à faire ça? On est un. D'ailleurs, s'il y a des volontaires. Alors, on est 3 ou 4 au sein d'iDiffusion. Et puis, on prend des aides, bien évidemment. On a des auxiliaires pour le salon. Le salon, c'est énorme. Ouais, 10 000 bouquins. Énorme. Et puis, C'est voilà. une librairie qui se déplace. Ah oui, Oui. puis le Au salon, stand Ozu, il est... Enfin, on voit ça, vous réussissez bien votre boulot. Hein, Ah ben, on fait du arrive, bruit. Il y a le truc Ozu qui On porte fait du plafond, bruit, on a les mascottes, Oui, on a oui. des jeunes qui sont dans les mascottes. Il faut gérer tout ça, il faut nourrir tout ce monde, il faut abreuver tout ce monde. Et puis voilà, le salon se passe, tant bien que mal, toujours plus bien que mal d'ailleurs. Et puis voilà, le dimanche soir à 5h, on commence gentiment à remettre tout ça dans les palettes. Et en général, à 10h30 le soir, il n'y a plus rien sur le stand. C'est impressionnant. Wow. C'est comme le cirque Knie, mais en plus petit. Et une semaine de repos. Et après, en général, on dort le lundi matin et puis le lundi après-midi, on est au job. Boulot. Ah ouais. Oui, C'est un gros événement, le salon de c'est un gros Genève. événement, ouais. C'est un gros événement. Et puis, depuis quelque temps, on a notre petit salon Ozu, au signal de bougie. Et ça, c'est vrai que c'est très, très chouette parce qu'il y a toujours plein d'enfants. Et là, on fait pas mal d'heureux et c'est très, très chouette. On a toujours eu de la chance d'avoir du beau temps. Oui, je crois. Enfin, les 2 éditions où je suis allée, je confirme. Vous êtes Tu confirmes. presque trop. Il y a Il une faisait stratégie du parasol Voilà. qui est un peu complexe. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est voilà, pour faire connaître, pour donner de la place à nos auteurs, parce que c'est important de faire rencontrer les auteurs, de leur faire rencontrer leurs lecteurs directement. Et là, voilà, ils viennent en famille, il y a les tout petits, il y a les plus grands, et voir briller les yeux des enfants, c'est vrai que ça aide ça aide au métier. À entretenir la passion. Ouais. Voilà. C'est Oui, clair. et puis ça, c'est vrai que c'est toute une logistique. Enfin, ce festival, on sent aussi que c'est vraiment votre bébé. Enfin, vous donnez la peine. C'est pas juste des auteurs qui sont posés derrière un table, quoi. Il y a la tombola, il y a les jeux, il y a les animations. On se donne Là aussi, vous êtes fatigué le lendemain. Oui, mais on aime beaucoup ça. Puis on espère qu'on pourra continuer longtemps. Et puis, du coup, peut-être un mot sur parce que tu travailles pas assez, ce poste de secrétariat que tu brigues. Bon, Non, ça, c'est vrai que Oui. Marc Woltenauer est à l'initiative et l'initiant de ce très beau projet du Temple du Polar. Et c'est quelque chose d'énorme dont il va venir vous parler, j'espère. Mais c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on est là-dessus. Et on arrive bientôt à bout touchant parce qu'on a bientôt les monuments historiques du canton de Vaud vont bientôt donner leur accord, j'espère. Et normalement, la première pierre la rénovation va pouvoir commencer normalement cet automne. Ah, génial. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas les projets, est-ce que tu peux... Alors là, c'est une église, un petit temple abbé qui était un petit peu laissé à l'abandon et
qui va devenir un endroit dédié au polar. Donc on va essayer de lui rendre ça superbe. Là, il y a déjà pas mal de fonds qui ont été récoltés. On a déjà des personnages qui nous soutiennent, des gros soutiens derrière, et nous allons en faire une bibliothèque. Il y aura des événements, il y aura vraiment beaucoup de choses qui tourneront toutes autour du polar. Avec des rencontres. Avec des rencontres, voilà. Des salons du polar, peut-être. Alors, ce serait bien de pouvoir se jumeler avec les quais du polar. Enfin, il y aura plein de choses à faire, ouais. Excellent. Mais c'est de la musique d'avenir. Oui, Oui, mais enfin, cela dit, c'est quelque chose dont on sait que ça va se faire. Oui, ça va se faire, et c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie. Là, on s'est rencontrés la semaine passée pour créer un marque-page. On va faire de la publicité. On va parler du temple cette année au salon, pas au salon du livre, mais au livre sur les quais. On va parler à Saint-Pierre-de-Clage, et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Oui, puis il y a déjà eu des articles de presse. Moi, c'est comme ça que j'avais découvert. Ah oui, il y a eu. Il y a eu, Ouais. ouais. Donc on a hâte. Ça va être, c'est un très beau projet. Ça va être C'est un très beau sympa. projet, oui, c'est un très très beau Et projet. pour ceux qui savent pas, Besse, c'est une petite commune qui est au bout du lac Léman, à l'opposé du lac par rapport à Genève. Oui. Mais c'est à 1 heure, quelque chose comme ça. À 1 heure de Genève. Comme dit Abigail Serran à propos de la Mel, c'est 45 minutes de tout. Exactement. C'est en plein centre. Exactement. La Suisse, Visez le c'est centre, petit, vous tombez sur le temple du polar. Exactement. Et je pense qu'on pourra travailler avec la MEL aussi. Oui, je pense. Ils sont pas très loin. Oui. T'es tout près. Voilà, aussi, c'est vrai qu'il y a des connexions qui peuvent se faire. Ah oui, bien sûr, oui. Et puis peut-être aussi avec Polar Suisse, je pense. Chaque fois qu'il y a des connexions à faire, c'est ça qui est important, c'est de ne pas les rater. Mhm. Oui, mais je pense que justement, la Suisse, pour ça, c'est encore une fois un petit monde. Donc tout le monde se connaît. Il y a un côté humain. Communique. Et ça, c'est vraiment riche. Très, très riche, oui. Magnifique. Est-ce qu'on a fait un peu le tour? Isabelle, tu as encore des choses à nous raconter. C'était passionnant. Non, moi je trouve que c'est très intéressant, et merci de m'avoir invitée. C'est vrai que en tant que tout petit maillon, c'est vrai que maintenant peut-être que les gens sauront comment les livres arrivent dans leur librairie. Mais je pense que je suis persuadée que, en effet, les commentaires vont être enthousiastes, parce que je pense que c'est vraiment des acteurs qu'on identifie mal, et pas du tout. que ce soit les auteurs ou les lecteurs ou les gens qui s'intéressent à la littérature en général. Un éditeur, on voit ce que c'est, un libraire aussi, un écrivain plus ou moins, et un diffuseur, c'est un peu mystérieux, donc ça l'est un petit peu moins grâce à toi. Merci. Merci beaucoup, Merci Duo de d'être Plume. venu. Et puis merci pour le job que tu fais aussi, du coup, qui met en valeur tous ces auteurs, et particulièrement la littérature suisse. Donc c'est cool, c'est sympa. Continue. J'ai pas trop de doutes, mais Continuez aussi. Merci beaucoup. à bientôt. On se retrouve quant à nous dans 15 jours pour le prochain épisode de Duo de Plume. D'ici là, n'hésitez pas. On est fort, on se coupe la parole, on parle en même temps. Alors là, c'est magnifique. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous poser des questions, à nous faire des propositions pour des prochains épisodes. On est ouvert et on adore le contact. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir Isabelle. Au revoir Cyril. Au revoir Catherine. Au revoir Cyril. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien, et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments il est très lent, par moments il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.